Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Nous sommes le 29 octobre, fête officielle de la proclamation de la République de Turquie. Bonne fête à toutes les personnes qui la célèbrent. La crise diplomatique évitée de justesse après que 10 ambassadeurs aient partagé un message qui dit, en substance, les diplomates ne se mêlent pas des affaires intérieures des États. Pour le pouvoir, c'est une reculade. Pour l'opposition, c'est surtout un soulagement qui évite une crise diplomatique très grave qui aurait pu entraîner une aggravation de la crise que traverse l'économie turque dépendante des capitaux étrangers. Jeudi 21 octobre, alors que la Turquie subissait une chute de sa monnaie face au dollar, le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdoğan avait déclaré, à l'intention de 10 ambassadeurs ayant signé un appel à libérer Osman Kavala, je cite, « On ne peut pas avoir le luxe d'accueillir ces personnes ». 2 jours après, Erdoğan s'est fait plus précis. Dans un discours prononcé à Eskişehir, il a dit, je cite, « Ils n'ont que ce mot à la bouche, Kavala, Kavala, Kavala. Mais ce Kavala n'est rien d'autre que le représentant de Soros en Turquie. Et après, ces 10 ambassadeurs se permettent de se déplacer au ministère des Affaires étrangères. Quelle impolitesse. Pour quel pays prenez-vous la Turquie? Ici, ce n'est pas une république bananière, c'est la grande et fière Turquie. J'ai donné instruction à notre ministère des Affaires étrangères pour qu'il déclare immédiatement ces 10 ambassadeurs persona non grata. Samedi et dimanche, le pays a retenu son souffle en attendant le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Mais rien n'est venu. Expulser les ambassadeurs de 10 pays, parmi lesquels les États-Unis, l'Allemagne et la France, aurait été du jamais vu, même en temps de guerre, et équivaudrait à une isolation de la Turquie, selon les observateurs. La journaliste Nevşin Mengü a tweeté ironiquement « Alors que nous proclamions que la Turquie ne deviendrait pas l'Iran, nous en sommes réduits à espérer qu'elle ne devienne pas la Corée du Nord. » Lundi, à l'ouverture des marchés, la livre turque a perdu encore plus de sa valeur face au dollar. Mais à 14h41, l'ambassade des États-Unis à Ankara a tweeté un message. Je cite, « Face aux questions qu'on lui a adressées à propos de sa déclaration effectuée le 18 octobre, les États-Unis confirment qu'ils se conforment à l'article 41 de la Convention de Vienne qui régit les relations diplomatiques. Un message partagé par les 10 autres chancelleries. Les 2 premiers paragraphes de l'article 41 disent « Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet État. Toutes les affaires officielles traitées avec l'État accréditaire, confiées à la mission par l'État accréditant, doivent être traitées avec le ministère des Affaires étrangères de l'État accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu. » Suite à cette déclaration, Erdoğan a dit « Notre objectif n'est pas de provoquer une crise, mais de protéger l'honneur, la fierté et la dignité de la Turquie. Aujourd'hui, avec la déclaration faite par les ambassades, les erreurs ont été évitées. Je voudrais également dire que quiconque ne respecte pas l'indépendance de notre pays ne peut pas vivre dans ce pays, quel que soit son titre. » La presse internationale a vu cette séquence comme une reculade de la part du président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdoğan. Le New York Times a titré « Le président turc renonce à expulser 10 diplomates occidentaux. » Pour Le Monde, le Washington Post ou Deutsche Welle, même son de cloche. Mais pour la presse pro-AKP en Turquie, la reculade vient des ambassadeurs. Hürriyet titre « Que cela ne se reproduise plus ». Pour Türkiye, le titre est « L'abnégation les a fait reculer ». Pour le très islamiste Akit, c'est « Les ambassadeurs insolents reculent ». Quant au journal Takvim, il a mis en une les photos des 10 ambassadeurs avec comme titre « Pardon ». Sorti par le haut ou reculade magistrale, le pire semble donc avoir été évité pour l'instant. Nous avons demandé à Aydın Selcan, ex-diplomate, de commenter pour nous cette séquence. Aydın Selcan, bonjour. Vous avez été diplomate durant de longues années, puis consul de Turquie à Erbil avant de démissionner en 2013. Vous avez relaté votre expérience dans le livre Gözlerden Irak et vous êtes chroniqueur sur Arte TV et Mediascope où vous traitez des questions internationales. Merci de nous accorder de votre temps. C'est moi, je vous remercie. Petite correction, le titre de mon livre, c'est Gözden Irak'ta. Gözden Irak'ta. Ce n'est pas tellement important, mais quand même. Oui, quand même. La crise des ambassadeurs, comme elle est désignée en Turquie, a été évitée avec le rappel de l'article 41 de la Convention de Vienne, article qui déclare que les diplomates ne se mêlent pas des affaires intérieures du pays. Dans cette histoire, qui a reculé? À mon avis, tout d'abord, il n'y avait pas une crise. Nous parlons, à mon avis, toujours d'un non-crise et d'une non-solution. Et comme pour le recul, comme on n'avait pas mis un pas en avant, donc il n'y a pas de recul.
Ce que je veux dire est que la soi-disant crise et quelques expressions de Monsieur le Président Erdogan en train de discuter à Eskişehir avec quelques journalistes, et là où il avait indiqué qu'il avait demandé ou bien qu'il avait instruit le ministre des Affaires étrangères Çavuşoğlu pour préparer l'expulsion ou bien pour déclarer ces 10 ambassadeurs persona non grata en Turquie. Comme c'était un week-end et le ministre des Affaires étrangères était en Corée du Sud, maintenant nous apprenons que les diplomates au ministère des Affaires étrangères ici en Turquie se sont acharnés à travailler et à coopérer avec ces ambassadeurs et surtout ce qu'on comprend avec l'ambassadeur des États-Unis. Donc, ils ont trouvé une formule, comme vous l'avez bien dit, en évoquant l'article 41 de la Convention de Vienne et en suivant d'abord l'ambassade des États-Unis, ces autres ambassades aussi ont issu une déclaration. Mais comme, non pas seulement les spécialistes, mais plutôt tous les anglophones ici, disons, en Turquie, ont bien compris. Le texte, d'ailleurs, c'est quelques phrases, même une seule phrase, je ne me souviens plus, était différent de la version en turc. Donc, cette soi-disant formule, en évoquant l'article 41, d'abord voulait dire que si vous voulez lire cet article comme pour se souvenir du principe de non-interférence des ambassades dans les affaires intérieures d'un pays, ou bien même, dans cet même article, vous pouvez aussi penser que la diplomatie doit être conduite en écrit. Donc, il n'y avait pas on n'avait rien communiqué avec une note verbale à ces ambassades, donc il n'y avait pas de crise. En même temps, ces ambassades, en anglais, voulaient, d'une certaine façon, réitérer leur position, que leur déclaration, en appelant le gouvernement turc à impliquer la décision de la Cour des droits de l'homme de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, voilà, doit être appliquée. Mais si vous voulez donc vous référer à la version turque, vous comprenez que, ou bien il vous semble comprendre que ces ambassades maintenant s'engagent à ne plus violer, disons, cet article 41 qui indique la non-interférence dans les affaires intérieures. Dans les affaires intérieures. Mais comme l'alternative n'est pas possible, à mon avis, ce n'est pas une solution. Ce que je veux dire, si vous êtes un ambassadeur, ou bien, disons, si vous êtes un pays avec une ambassade dans un autre pays, d'abord, naturellement, il n'y a pas d'autre alternative que de ne pas s'ingérer dans les affaires domestiques de ce pays. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, à mon avis, si cette crise est résolue, comme on nous indique apparemment, par exemple, le ministre des Affaires étrangères turc, M. Çavuşoğlu, lors d'une interview accordée au CNN turc, ici en Turquie, maintenant, il n'y aura plus d'ingérence dans les affaires domestiques. Donc, à mon avis, il y aura deux critères. D'abord, s'il y aura une tête-à-tête avec entre le président Biden et le président turc Erdogan, maintenant non pas à Rome lors du sommet de G20, mais à Glasgow, lors de l'autre sommet pour le climat. Donc, tout d'abord, nous devons savoir s'il y aura vraiment cette tête-à-tête et le ton et le contenu de ce sommet
bilatérale entre Biden et Erdogan sera important. D'autre part, nous devons aussi suivre si maintenant ces quelques ambassades, ou bien les ambassades des pays de l'Occident, ou bien les ambassades de l'OTAN, ou bien les ambassades de l'UE, maintenant vont continuer à appeler le gouvernement turc et le président turc à suivre les décisions du Cour européen des droits de l'homme, oui ou non. Il y a, comme vous le savez, des cas particuliers pour Osman Kavala, pour Selahattin Demirtas, pour beaucoup d'autres. Donc, c'est ça qu'on doit suivre pour parler d'une résolution ou non de cette soi-disant crise, à mon avis. Et d'ailleurs, dans l'interview que vous avez citée de Mevlut Çavuşoğlu sur CNN Turc hier, il a déclaré que cet appel à libérer Kavala avait été le fait d'un groupe de, je cite, jeunes diplomates issus des pays nordiques sensibles aux questions des droits de l'homme, et que c'était ces jeunes diplomates qui auraient entraîné les ambassadeurs, et notamment l'ambassadeur des États-Unis. Est-ce que cette explication vous a convaincu? Pas du tout, honnêtement parlant, et je trouve peut-être embarrassant ou bien même ahurissant ces expressions du ministre des Affaires étrangères, parce que quelqu'un avec un moindre conscience, même si elle ou il n'a pas une moindre connaissance de la loi ici, du droit ici en Turquie, va savoir que M. Osman Kavala est en prison depuis 4 années pour aucune raison convaincante. Et la même est valable pour Demirtas et pour beaucoup d'autres. Donc, à mon avis, c'est embarrassant, c'est ahurissant et ce n'est pas convaincant du tout. Et d'ailleurs, comme je vous ai indiqué, il faut maintenant attendre si ces ambassades vont continuer à appeler le gouvernement turc ou bien le président turc à retrouver la bonne voie qui est la voie du droit international suivant les droits de l'homme. Et aussi, peut-être, il faut toujours nous rappeler que maintenant, depuis maintenant des décennies, depuis peut-être la Deuxième Guerre mondiale, les droits de l'homme ne sont plus considérés comme une affaire domestique, au moins à l'Occident. Les relations entre la Turquie et l'Occident sont donc tendues, c'est le cas de le dire. Et il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a dit que la Turquie devrait faire, je cite, attention, après que des forces pro-russes aient été frappées par des forces ukrainiennes à l'aide des drones Bayraktar. Vers où peut se diriger la Turquie pour éviter un isolement? Là, c'est vrai que les relations entre l'Occident et la Turquie sont tendues, mais en même temps, il y a des constants. D'ailleurs, la position de la Turquie sur la carte est un constant. Donc, la Turquie, bien entendu, naturellement, ne change pas de place. La Turquie, en fin du compte, se trouve sur une péninsule en Méditerranée, juste à côté du Moyen-Orient. En même temps, la direction de la Turquie, même à partir de l'Empire ottoman, si vous voulez, vous pouvez vous rappeler de Mehmet II qui avait conquéri Istanbul en 1453 et aussi avait fondé une sorte de sécularisme à l'Empire. Ou bien vous pouvez peut-être vous référer à Mahmoud II au lieu de Mehmet II, qui avait pris la trône en 1826, ou bien le traité de Paris 1856, ou bien la République séculaire. Aujourd'hui, nous célébrons ici la fête nationale, c'est le 29 octobre. En 1923, la République était proclamé ici en Turquie. Et puis, le principe de sécularisme, quelques années plus tard, était proclamé par Atatürk. Donc, la direction de la Turquie est vers l'Europe, toujours vers l'Occident. Et aussi,
la Turquie est un des pays fondateurs du Conseil de l'Europe en 1949. Donc, par ce biais, le droit de l'homme appliqué par ce cours européen fait partie intégrale de la loi turque aussi. Et aussi, la Turquie est un des fondateurs de l'organisation de l'Organisation pour la sécurité et la coopération européenne. Voilà, l'OSCE. Et aussi, la Turquie est un candidat à l'Union européenne en même temps. On peut allonger la liste. Donc, ce sont les constants. Mais oui, les relations sont tendues pour deux raisons. Pour deux raisons. L'une, c'est les droits de l'homme, la liberté d'expression, le sécularisme et tout ça. Ou bien l'autoritarisme prévalent en Turquie, comme l'Hongrie, comme la Pologne, par exemple, aussi. En même temps, les positions prises par la Turquie, par exemple, en se procurant de ces systèmes de défense aérien S-400 de Russie, a ajouté à cette tension avec l'OTAN et les États-Unis. Donc, il y a une tension. Et l'autre tension, c'est en Syrie. C'est une tension de la Turquie pour conduire maintenant une nouvelle opération militaire en Syrie. Justement, c'était la question où je voulais venir. Soit il faut traiter avec la Russie pour ouvrir l'espace aérien pour l'ouest de l'Euphrate, soit il faut traiter et il faut trouver un accord avec les États-Unis, encore une fois, pour ouvrir l'espace aérien à l'armée de l'air turque, pour conduire une opération à cette fois à l'est de l'Euphrate. Donc, dans ces deux cas-là, il faut trouver une solution diplomatique, soit avec Moscou, soit avec Washington. Donc, la tête-à-tête avec Biden à Glasgow, si ça se réalise, sera important, encore une fois, pour cette opération potentielle en Syrie. Mais là, dans ce que vous sous-entendez, c'est que on va dire que la réunion qui est, je ne sais pas si elle a été confirmée, c'est sûr maintenant qu'il va y avoir un tête-à-tête. Ce n'est pas confirmé, mais le conseiller de sécurité nationale, Sullivan, en arrivant à l'Europe à l'avion, n'avait pas confirmé aux journalistes qui lui avaient posé cette question, mais il a aussi indiqué que voilà, on est en train de préparer cette réunion entre Biden et Erdogan. Mais en fait, c'est une manière de conduire la politique comme c'était avec Trump, c'est-à-dire une diplomatie qui est menée par deux hommes. Et j'ai l'impression que l'administration Biden a préféré revenir un peu au circuit traditionnel diplomatique des affaires étrangères respectives des deux pays. Là, vous pensez qu'il va quand même, il peut s'agir de discuter d'une intervention turque en Syrie et l'approche maintenant traditionnelle depuis 2 décennies de M. Erdogan pour les affaires étrangères, c'est un peu aussi le refus de la diplomatie. Au lieu de passer par les ambassadeurs, par les ambassades, lui, il préfère conduire ses relations diplomatiques avec les leaders des autres pays. Et il veut avoir cette largesse ou bien cet espace de manœuvre pour pouvoir prendre, quand il veut, quand c'est nécessaire, pour pouvoir prendre le téléphone et parler, par exemple, avec M. Poutine, ou bien avec M. Macron, ou bien avec Mme Merkel, ou bien M. Johnson, ou bien avec M. Biden, par exemple. Donc, c'est pourquoi cette réunion préparée pour Glasgow sera important. Et s'il arrive que les deux présidents s'entendent à discuter face à face à Glasgow, à mon avis, cette opération militaire aussi sera sur la table, comme d'autres questions, comme les F-35 ou bien les F-16, ou bien cette question de Halkbank, ou bien Sezgin Baran Korkmaz et beaucoup d'autres questions. Mais ça va dépendre si vraiment cette tête-à-tête
donc avec aussi la traduction, disons, simultanée ou bien consécutive, va durer 1 heure, 1 heure et demie, même 2 heures, ou bien si sera seulement une tête-à-tête protocolaire qui va prendre peut-être 20 minutes ou bien une demi-heure. Là, on ne peut pas parler de vraiment du contenu diplomatique de cette face-à-face entre Biden et M. Erdogan. C'est vrai que traditionnellement, on chronomètre le temps qu'ils ont passé et c'est une question de minutes, hein, parfois, oui. ou lorsque ça a duré très peu, on dit ils ont pris 2 minutes à s'installer, 3 minutes à se présenter et que finalement, bon, ça n'a pas… Et puis aussi, il faut traduire de turc en anglais turc, donc oui. Ça prend du temps aussi. C'est sûr. Eh bien, merci beaucoup, Aydin Selcan, de nous avoir accordé de votre temps. Merci. Merci beaucoup. Outre Aydin Selcan, c'est Mevlut Çavuşoğlu qui a commenté cet épisode après avoir gardé le silence. Il a parlé aux caméras de la chaîne CNN turque. Il en est ressorti des propos quelque peu surprenants. Le ministre des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu est sorti de son silence et a répondu aux questions de la chaîne CNN turque, passée sous giron du groupe Demirören, un groupe proche du pouvoir. Çavuşoğlu a dit entre autres, je cite, « Cette déclaration était inacceptable, elle comportait des ordres à la justice. J'ai dit à mes amis au sujet des ambassadeurs, remettez-les à leur place. Nous avons commencé à travailler pour les faire expulser. Selon l'article 9 de la Convention, l'on peut les expulser sans indiquer de motif. Nous allions présenter les modalités d'expulsion au cabinet lundi, lorsque les ambassadeurs ont finalement reculé. Après le discours de notre président, les ambassadeurs ont commencé à paniquer et bien sûr, ils se sont accusés les uns les autres. D'après nos informations, certains avaient commencé à faire leurs valises. Nous avons appris qui est derrière tout cela dans les coulisses. C'est une démarche initiée par des jeunes diplomates des pays scandinaves qui seraient sensibles à la question des droits humains. Au sujet de la lettre envoyée à Joe Biden par des parlementaires américains demandant de ne pas vendre d'avions F-16 à la Turquie, le ministre des Affaires étrangères a dit « Il s'agit de 11 membres du Congrès. Ce n'est pas beaucoup, mais le Congrès doit valider la vente, donc il y a des procédures. » Concernant l'expulsion de la Turquie du programme aéronautique militaire F-35, le ministre a dit « Soit ils nous réintègrent, soit ils nous rendent notre argent, soit ils compensent par la livraison d'autres matériels pour qu'on soit quitte. La Turquie dispose d'autres alternatives. » Le principal parti d'opposition a marqué les esprits en s'opposant au maintien des troupes turques en Syrie et en Irak. Le CHP sort des sentiers battus et le pouvoir ne semble pas apprécier. Le Parlement a voté mardi dernier la prolongation pour 2 ans des opérations militaires en Irak et en Syrie. L'issue du vote était prévisible, l'AKP et le MHP détenant la majorité absolue. Dans les rangs de l'opposition, le İYİ Parti de la droite nationaliste a voté oui, tout en, je cite, « maintenant ses critiques ». Mais la surprise est venue du CHP qui a voté contre, une première depuis 2014. L'Union nationale à laquelle se pliait traditionnellement le parti qui a fondé la République n'a cette fois-ci pas fonctionné. Pour l'AKP, ce vote est une preuve que le CHP est désormais aux ordres du parti pro-kurde, le HDP, qui vote systématiquement contre les opérations militaires. Les responsables du principal parti d'opposition de centre-gauche mais nationaliste ont motivé leur vote. Pour eux, un mandat de 2 ans est trop long et chevauchera sur la prochaine législature. Un autre critique était un point que comportait le texte, qui donnait le pouvoir au président d'autoriser la présence sur le sol national des forces militaires étrangères. Enfin, pour Özgür Özel, le vice-président du groupe parlementaire, le pouvoir n'a pas besoin d'autorisation pour lutter contre Daesh et le PKK, et qu'il s'agirait donc d'autre chose. Ce texte, a-t-il poursuivi, n'explique pas en quoi l'intégrité territoriale de la Syrie sera restaurée, point crucial que l'opposition réclame afin que les réfugiés syriens puissent rentrer en sécurité dans leur pays. En faisant référence au fait que les propres fils du président et chef de l'AKP avaient fait un service militaire court mais payant, système légal mais critiqué lorsqu'il est effectué par des personnes au discours belliciste, Kemal Kılıçdaroğlu a tweeté « Mon épouse Selvi Hanım et moi sommes les fiers parents de notre fils qui a fait son service militaire en tant que simple soldat. Les résolutions non sérieuses
préparé par la personne qui a fait faire à son propre enfant un service militaire payant et qui veut envoyer au front les enfants de la nation ne peuvent être acceptés. Nous dirons non à la motion. Ce tweet est à l'heure actuelle celui qui a recueilli le plus de likes. Les débats politiques en Turquie sont souvent rugueux et parfois violents. Le président de l'AKP semble avoir franchi une étape supplémentaire en projetant une vidéo qui met en scène non seulement une violence symbolique, mais aussi une violence physique dirigée contre son rival Kemal Kılıçdaroğlu. Lors de l'allocution à son groupe parlementaire mercredi dernier, le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdoğan, a projeté un clip vidéo montrant les images où le chef de l'opposition a échappé à une tentative de lynchage. C'était en avril 2019 à Çubuk, un village à proximité d'Ankara. Le chef de l'opposition s'était rendu à l'enterrement d'un soldat tué en Irak. Après la cérémonie, un groupe visiblement organisé l'avait agressé physiquement. Escorté par le ministre de la Défense Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu s'était réfugié dans une maison. Les assaillants avaient alors tenté d'y mettre le feu. Exfiltré plus tard, Kılıçdaroğlu avait reçu plusieurs messages de soutien, sauf du chef de l'AKP. Les responsables appréhendés ont été plus tard relâchés. L'un d'entre eux, Osman Sarıgün, condamné pour avoir volé un bœuf, a été félicité par les responsables locaux de l'AKP. Dans le clip vidéo projeté par Erdoğan dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, le passage qui montre l'agression est commenté par une voix off qui dit « Kılıçdaroğlu ne tire décidément pas les leçons ». La violence des images, le fait que cette vidéo soit projetée par le président lui-même, a été interprétée par le CHP comme une, je cite, « revendication par le pouvoir de cette agression ». Quant à Kılıçdaroğlu, il a répondu « Je n'ai pas une once de peur face à toi et à ta clique ». Ce dernier, qui avait d'autre part évoqué ses craintes d'attentats politiques, s'est retrouvé accusé par les avocats d'Erdoğan, qui ont réitéré leur demande rejetée en première instance, que Kılıçdaroğlu fasse une déposition devant le procureur pour étayer ses craintes. Merci à tous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.